Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo du lundi 22 octobre 2018 et comme chaque semaine pour commenter l'actualité de l'informatique et des télécoms, je suis en compagnie de Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on continue avec notre désormais nouvelle formule, on passe un peu rapidement en bref l'actualité de la semaine et puis on reviendra sur la grande actualité qui était, pour ne pas le dire, le sommet, l'OVH Summit. Mais en attendant, je propose qu'on revienne sur le lancement d'une plateforme numérique dédiée aux TPE. Évidemment, on sait qu'il y a un petit problème de transformation digitale au niveau des TPE et le gouvernement essaye de remédier à ça au travers du centre d'annonces. Alors donc en fait effectivement c'est une plateforme qui s'appelle France Num qui a été lancée le 15 octobre. Bon, l'idée est relativement simple, hein. Après il faut voir dans le temps comment ça a évolué, mais c'est de mettre à disposition sur un site web tout un tas d'informations à destination des PME et des TPE. Donc c'est des informations de type le partage de bonnes pratiques, de type information à caractère un peu pédagogique pour expliquer un peu ce que sont les nouvelles technologies, ce qu'elles permettent de faire, avec évidemment des éléments d'actualité comme par exemple expliquer ce que c'est que la RGPD, même si on sait que c'était en mai dernier qu'il fallait être prêt, mais en tout cas c'est toujours d'actualité. Donc je dirais que ça part d'une bonne intention. Après il faut voir ce qu'on va faire de cette plateforme. Est-ce que ça va rester juste en gros une espèce de super plaquette d'informations et de formation entre guillemets, ou est-ce que ça va devenir quelque chose d'un petit peu plus collaboratif? Donc ça on verra bien avec le temps, mais enfin bon, c'était important de le souligner parce que l'accompagnement des petites entreprises pour la transformation numérique est quelque chose de très important. Alors on change complètement de sujet et j'allais dire dans la série le mainframe n'est pas mort. SCC annonce une offre de cloud, si j'ai bien compris, basée sur les mainframes alors, IBM. Exactement. Alors les mainframes en fait c'est plutôt les, je sais pas comment on les appelle, mais c'est les mini-ordinateurs. Voilà, effectivement, le terme mini-ordinateur a bien disparu de la circulation depuis longtemps. Donc c'est une offre qui s'appelle Cloud 400. Et donc en gros l'idée c'est donc SCC on connaît, hein, c'est l'intégrateur qui fournissait déjà des clouds privés avec offre de services managés pour les serveurs x86, et là l'idée c'est de proposer la même chose pour les utilisateurs de la S400. On dit toujours la S400, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la S400 il a été annoncé en 1988, donc au siècle dernier. Sachant qu'avant c'était l'IBM 38, donc pour les plus anciens. Donc la S400 il a évolué, il est devenu en gros un système qui était disponible sur les Power Systems, donc sous l'appellation e-Series. Donc ça veut dire que ce sont des systèmes, au départ c'est un système presse-bouton, c'est-à-dire que tout prêt à l'emploi avec la base de données dedans, etc. Et là, en fait, ça correspond à un besoin, même si beaucoup de nos lecteurs ne savent peut-être même pas ce que c'est qu'un AS400, il doit en rester encore quelques centaines, peut-être quelques milliers en France, et donc c'est une offre qui est destinée à, je dirais, ce parc de clients résiduels qui va pas aller en se développant, mais enfin qui est là et qui donc a un certain nombre de besoins, donc c'était quelque chose qu'il fallait mentionner. Anecdote. Alors dans la série les rachats, deux acteurs, pas forcément d'ailleurs très très connus de nos lecteurs, hein. Twilio qui rachète un acteur qui s'appelle SendGrid. Oui. Est spécialisé dans l'envoi d'emails pour le second. Alors effectivement, ça m'a frappé d'ailleurs, pour être franc, Twilio, c'est un nom que je connaissais, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et quand j'ai lu l'information, donc Twilio rachète SendGrid, donc deux sociétés qui ne sont pas vraiment familières, mais pour 2 milliards de dollars. Donc je me suis dit, c'est quand même pas négligeable. Donc Twilio, en fait, c'est une société de gestion d'API de communication sur le cloud. Et SendGrid, comme vous l'avez dit, c'est une société qui fait en gros, quand vous recevez des messages automatiques, soit sur WhatsApp, soit sur votre messagerie, des choses comme ça. C'est des outils d'automatisation d'envoi de ce type de messages. Donc on peut comprendre la logique de ce rachat. 2 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup, quand même conséquent. Et Twilio indique que l'ensemble des deux représente un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars. Donc là aussi, c'est pas négligeable.
Très bien. Alors, autre sujet, on reste dans la finance. Anaplan, qui s'introduisait la semaine dernière en bourse, et une introduction, ma foi, assez réussie. Plutôt réussie. Le contexte, c'est quand même pas facile. Effectivement, donc on le dit depuis un certain temps, les introductions en bourse se font je dirais, relativement rares, et c'est plutôt des acquisitions de fonds d'investissement qui avaient pris le devant de la scène. Bon, les raisons, on les connaît, on ne va pas les rappeler ici. Toujours est-il que Anaplan avait annoncé déjà depuis un petit moment qu'elle allait faire cette introduction en bourse. Elle l'a fait. Elle avait indiqué qu'elle espérait lever 230 millions de dollars. Elle en a levé 260 millions de dollars. Donc, c'est réussi. Anaplan poursuit son développement. Près de 160 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. Donc, ça commence à devenir une société importante. Donc outil de planification connectée, comme elle se présente aujourd'hui. Il y a encore un petit problème à régler, c'est que les 3 derniers exercices ont été quand même assez lourdement déficitaires. En gros, à la louche, 50 millions de dollars par exercice, donc c'est quand même important. Bon, c'est une société en développement, donc on sait, si on prend le cas d'Amazon, une autre échelle de grandeur, mais qui a perdu de l'argent ou qui n'en a pas gagné pendant 20 ans. Et puis aujourd'hui, bon, ça explose littéralement. Donc en tout cas, c'était une étape importante dans le développement d'Anaplan qui, a priori, est relativement réussi. Il faut voir comment le cours de l'action va évoluer dans les prochains mois. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis on conclut par ce bref passage en vue de l'actualité par IBM, qui lance une offre multi-cloud sur Kubernetes. Voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est IBM qui avait fait son Think Summit il y a pas 15 jours longtemps, à peu près. et donc là qui annonce une offre qui s'appelle Multi-Cloud Manager, qui, comme vous l'avez dit, est basé sur Kubernetes, donc c'est l'outil d'orchestration de conteneurs sur le cloud. Et donc là je dirais que l'idée avec ce Multi-Cloud Manager, c'est de donner la capacité aux entreprises, enfin aux utilisateurs, de gérer plusieurs clouds, quel que soit, enfin, donc ça peut être AWS, ça peut être IBM, ça peut être Azure, de gérer plusieurs clouds avec cette offre Multi-Cloud Manager. Donc c'est avec une console unique, et donc c'est vraiment quelque chose dans l'air du temps. On en parle de plus en plus. L'idée qu'une entreprise, d'ailleurs, on a parlé d'enquêtes qui sont faites là-dessus, qu'une entreprise aujourd'hui n'a plus un fournisseur cloud, mais on a plusieurs. Et donc l'idée, évidemment, c'est qu'il faut des outils qui puissent gérer un peu tout ça. Alors, parce qu'on parle de cloud, on revient sur ce dont j'ai parlé en introduction, à savoir l'OVH Summit qui s'est déroulé la semaine dernière, avec comme principale annonce le fait que, au-delà des produits, le fait qu'OVH va j'ose pas dire se restructurer, c'est pas le mot qui convient, mais en tout cas changer sa structure pour s'adapter au nouveau marché en fait. Oui, alors effectivement, je crois que c'était le 8e OVH Summit donc à Paris. OVH est une société qui a près de 20 ans d'existence, et c'était une des plus belles réussites françaises dans le cloud. Donc, comme vous le disiez, en fait, il y avait deux idées fortes qui ressortent de ce mythe. La première, c'est que OVH maintenant se présente comme leader européen et veut changer d'échelle. Donc là, on va donner quelques chiffres qui le montrent. Et puis l'autre, c'était en gros la structuration de l'offre suite à des études que les marketeurs ont dû réaliser en interne. Alors, changement d'échelle, donc OVH, pour donner quelques chiffres, c'est 600 millions de chiffre d'affaires cette année, 2200 salariés, et donc sur la période 2016-2020, donc le quinquennat en cours, on va dire, c'était un investissement de 1,5 milliard. Donc c'est déjà quelque chose de très important, sachant que dans cette période-là, OVH s'est développé aux États-Unis. A racheté, on le rappelle, l'activité cloud de VMware. Absolument. Et donc il y a un lien très très fort entre les deux sociétés. Et donc pour le quinquennat suivant, là on change d'échelle, puisque on parle on sait que le cloud c'est très consommateur. Oui, en termes de capitalistique. Intensité capitalistique. Et là on parle entre 4 et 7 milliards d'euros d'investissement. Donc on sent qu'on change d'échelle, et que OVH a quand même envie de devenir un acteur
qui n'est plus un petit nain par rapport aux grands acteurs. Donc évidemment, la difficulté, ça va être de savoir où trouver cet argent et comment financer. Et ça, de ce point de vue-là, Octave Klaba, évidemment, il ne va pas l'annoncer urbi et torbi devant je ne sais pas combien de milliers de personnes. Ça va faire l'objet de discussions et d'un travail intense, mais en tout cas, ça donne une perspective de développement pour VH avec, on a parlé des États-Unis, là ça va être l'Inde, la Chine et le Brésil. Donc c'est vraiment une entreprise qui devient mondiale, même si pour l'instant elle se présente comme leader européen du cloud. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est en gros la structuration de l'offre, donc en 4 grands pôles qui correspondent. Alors ils disent qu'ils ont fait une étude auprès de leurs ils ont plus d'1 million de clients, voir comment ils utilisaient le web pour savoir comment il fallait structurer tout ça. Et donc en gros il y a 4 grandes offres qui correspondent à peu près. Alors je ne sais pas d'ailleurs où on parlait des marketeurs là où ils ont été chercher leur nom parce que leur appellation parce que franchement c'est pas très très clair. Donc ils ont structuré leur offre en 4 grands pôles. Donc il y a Market, c'est pour les TPE, PME. Donc en gros, c'est les petits outils de développement d'un site web, outils de collaboration, des choses comme ça, des choses assez simples. Ensuite, il y a Spirit, donc ça, là, c'est l'offre, je dirais, traditionnelle IaaS, donc c'est la mise à disposition d'outils d'infrastructure. Donc ça, c'est pour, comme le disait la personne d'OVH qui présentait la chose, c'est pour les gens qui veulent aller sur le capot, donc qui veulent voir un peu ce qui se passe. Après, il y a OVH Stack, donc ça, on sait que OVH est un partenaire d'OpenStack, et donc c'est tout ce qui est autour d'OpenStack et des outils open source. Et puis la dernière chez OVH Entreprise, donc ça c'est pour les grands comptes. OVH dit avoir parmi ses clients les 20 sociétés du Fortune 500, enfin 500 plus grandes entreprises mondiales. Et donc ces entreprises-là, elles ont besoin d'avoir des ressources, pas dans un cloud, pas dans un data center, mais dans plusieurs data centers distribués un peu sur le monde entier, avec des solutions de communication directe sans passer par Internet. Donc c'est une offre qui est un peu particulière, avec évidemment du sur-mesure, parce que là on parle de besoins. Et on sait que c'est là, effectivement, OVH a clairement, par rapport à d'autres acteurs sur le marché, un problème. Enfin, oui, en tout cas, une difficulté. C'est un petit peu normal dans la mesure où ils sont arrivés à plus tard, ils ont pas du marché des PME, etc. Bien sûr. Donc, mais bon, en tout cas, et évidemment, donc Octave Klaba était là avec sa guitare, mais aussi... Oui, c'est un fameux concert de hard rock voilà, qui fait en général. Mais c'était la première présentation de Michel Paulin, donc l'ancien de SFR, qui maintenant est directeur général. Donc c'est un peu une organisation à la Salesforce où Octave Klaba, le visionnaire de l'entreprise, et réfléchit un peu sur ce qu'il va faire dans les 4 ans qui viennent. Français. Voilà, exactement. Et puis Michel Paulin, c'est celui qui gère l'entreprise au jour le jour et qui... voilà, donc c'est une nouvelle organisation bicéphale de l'entreprise, et Michel Paulin, c'est quand même une bonne prise de guerre, si je puis dire, comme on dit en politique. Donc on voit bien que les choses se mettent en place petit à petit, et que maintenant la question, ça va être le nerf de la guerre. C'est le financement. Exactement. Très bien, bah écoutez, pour le coup, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, peut-être d'ailleurs avec les équipes d'OVH. Ça, c'était pour la semaine en cours et la semaine passée. Pour la semaine à venir, au niveau des événements, c'est Smart City à l'honneur, à la fois à Paris et à Barcelone. Oui. Alors effectivement, c'est Smart City, on en a parlé récemment, il y a eu plusieurs publications qui ont été faites par un certain nombre d'institutions, et donc il y a deux conférences de salons qui vont avoir lieu début novembre et mi-novembre. Donc l'un c'est à la porte de Versailles, donc bon c'est assez classique, et l'autre c'est à Barcelone. Alors on sait que Barcelone essaie de décliner, de devenir un pôle de congrès GSM. Il y a ça qui est très important. Il y a eu la semaine dernière un salon sur les IoT, qui apparemment était relativement moyen, et là en mi-novembre il lance un salon conférence sur le Smart City, Smart Grid. Donc c'est un sujet, on sent bien qui est dans l'air du temps, et dont l'idée c'est vraiment, pour l'instant en gros on a des technologies sur des silos, et l'idée c'est un peu d'interconnecter tout ça. Et pour conclure, notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule, alors cette semaine c'est plutôt des coups de cœur. D'abord à l'équipe française qui a été numéro 2 du challenge cybersécurité. Voilà, donc c'est un peu, je sais pas comment on peut le présenter, mais c'est un peu la Coupe d'Europe
de la cybersécurité. Voilà, oui, Champions League, il faut se mettre au goût du jour. Et donc la France est arrivée deuxième, derrière l'Allemagne et devant l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Donc il y avait 17 nations, parce qu'on pourrait dire combien ils étaient de participants. Il y avait 17 nations qui participaient, donc c'est un beau résultat. L'année prochaine, ce sera en Roumanie. Et puis alors le deuxième point, c'est pas un coup de cœur, hein, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est en gros une question. Où est passé le numérique. Donc effectivement, il n'y a plus de traces de numérique dans la désignation des membres du gouvernement. Donc Mounir Mahjoubi, qui était précédemment le secrétaire d'État qui était en charge de ce sujet-là, il est devenu secrétaire d'État auprès du ministère de l'économie. Il passe d'ailleurs du Premier ministre à Bercy. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. Il n'y a plus l'appellation numérique dans ses fonctions, et donc le numérique... donc je dirais que c'est un peu un travers français, c'est les hommes qui définissent un peu les sujets et pas l'inverse. C'est-à-dire que le numérique, ça devrait être un sujet, et un sujet, quel que soit c'est un peu l'écologie et en poupe, parce qu'il y a un Nicolas Hulot, puis la fois d'après, c'est quelqu'un de moins connu, et donc l'écologie tombe un peu... c'est un peu bizarre, cette manière de procéder, mais enfin... Donc, où est le numérique, c'est la question de la semaine. Bien, écoutez, on espère avoir une réponse d'ici à la semaine prochaine. En attendant, nous souhaitons à toutes et à tous une excellente semaine, et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.